Nous allons maintenant commencer les auditions. Je souhaite la bienvenue aux représentants de l'Association des gestionnaires des établissements de santé et des services sociaux. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite à vous présenter et à commencer votre exposé. La parole est à vous. Alors, merci, Monsieur le Président, Madame la ministre et membres de la Commission de la santé et des services sociaux. Je me présente, Chantal Marchand, présidente directrice générale de l'Association des gestionnaires d'établissements de santé et des services sociaux. Je suis accompagnée. Stéphane Roy, je suis secrétaire au conseil d'administration de l'AGES et aussi président de la section capitale nationale au sein de l'AGES. Donc, je débute en vous remerciant de l'invitation qui a été faite à l'AGES de présenter nos observations concernant le projet de loi numéro 7. Quelques mots sur notre association. Donc, nous sommes une corporation constituée en vertu de la loi sur les syndicats professionnels et nous représentons près de 70 % des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux, soit près de 6 800 membres actifs et près de 1 200 membres retraités répartis dans l'ensemble des régions du Québec. Active depuis près de 50 ans, notre association est la plus grande force de représentation des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. L'AGES est reconnue aux fins de relations de travail comme représentante des gestionnaires et interlocutrice principale auprès du ministère de la Santé et des services sociaux. Cela fait près de 4 ans que les gestionnaires dont les droits ont été bafoués dans la foulée de la réforme de la santé et des services sociaux imposée par le ministère, on parle de la loi 10, espèrent et s'attendent à ce qu'au terme d'un débat judiciaire légitime, justice soit rendue. On se rappellera que le 20 juillet 2017, l'honorable Suzanne Ouellette, juge à la Cour supérieure, a rendu une décision accueillant notre requête. Elle déclare notamment que l'arrêté ministériel du 23 mars 2015 est invalide et nul, car il était adopté en violation de l'article 2D de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, et ce, sans respecter la procédure établie aux fins de modification des conditions de travail des gestionnaires. Or, malgré la décision rendue en faveur des gestionnaires, nous nous retrouvons aujourd'hui en commission parlementaire afin d'énoncer haut et fort notre profond désaccord avec le projet de loi numéro 7, et ce, avec une impression de déjà-vu. À nos yeux, le dépôt d'un tel projet de loi constitue un geste inacceptable que nous ne pouvons ni respecter ni tolérer. À cet égard, nous souhaitons rappeler à la ministre son discours promettant un changement de ton dans le réseau de la santé et des services sociaux et auprès de l'ensemble de ses partenaires. Les membres de l'AGES partagent avec la ministre, et je cite, « l'objectif de mieux prendre soin des Québécoises et des Québécois et de nos équipes de professionnels qui sont engagés auprès d'eux au quotidien. » Fin de la citation. Nous souhaitons porter à l'attention de la ministre qu'il est aussi essentiel de prendre soin de ces gestionnaires sans qui cet objectif ne serait pas réalisable. Or, pour atteindre cet objectif, la ministre entend dégager, et je cite, « dégager certaines sommes qu'elle réinjectera dans le réseau de la santé et des services sociaux. » Fin de la citation. Cela ne devrait pas se faire au détriment du respect des conditions de travail de ces gestionnaires. À notre avis, il faut considérer que le dévouement historique des gestionnaires et leur fierté de faire partie du réseau sont nécessaires à son bon fonctionnement. La pression exercée sur le réseau de la santé et des services sociaux, accentuée par la mise en œuvre de la réforme découlant de la loi 10, a largement été exposée dans l'actualité ces derniers mois. Cette charge est en grande partie portée par les gestionnaires qui doivent soutenir des équipes en souffrance, et ce, dans une structure qui ne leur permet bien souvent que d'éteindre des feux. Puisque cela est toujours en partie possible, le gouvernement doit reconnaître les erreurs du passé et prendre les actions nécessaires pour réparer les torts causés aux gestionnaires. Il serait outrageux en ces circonstances que le gouvernement agisse envers ses employés d'une manière qu'il n'endosserait pas de leur part. Le gouvernement peut-il encaisser les lourdes conséquences d'une démobilisation de ses gestionnaires? L'AGES s'oppose vigoureusement à l'adoption du projet de loi 7.
Nous souhaitons, à ce moment-ci de notre présentation, vous faire part de 2 grandes observations à la lecture de ce projet de loi-là. Premièrement, la relation d'emploi entre le gouvernement et ses employés. Dans une société régie par la primauté du droit, nous avons une attente légitime que le gouvernement, l'employeur, donne l'exemple et agisse de bonne foi et loyalement à l'égard de tous ses employés en leur démontrant notamment une considération et une bienveillance exemplaires. En contrepartie, il pourra s'attendre à obtenir le respect et l'implication de ceux-ci. La qualité de l'emploi et du travail est au cœur même des préoccupations des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Il en va de même quant au respect de leurs conditions de travail, lesquelles sont notamment prévues au règlement sur certaines conditions de travail applicables au cadre des agences et des établissements de santé et des services sociaux. Dans ce contexte, il nous apparaît primordial d'indiquer que le dépôt du projet de loi 7 par la ministre de la Santé et des Services sociaux est un exemple éloquent du déséquilibre des forces existant dans la relation d'emploi entre le gouvernement du Québec et ses employés. En effet, plutôt que de respecter le processus judiciaire présentement en cours, le ministère dépose le projet de loi 7 pour échapper aux conséquences de ce qui est décrit dans la communauté du ministère à propos du dépôt du projet de loi comme une erreur commise par le gouvernement libéral. Au lieu d'accepter cette erreur et de se conformer au jugement rendu en faveur de la GES, la ministre dépose un projet de loi ayant pour objectif, et je cite, « de terminer le travail », fin de la citation. Autrement dit, le ministère, comme employeur et représentant du pouvoir exécutif du gouvernement, tente d'utiliser le pouvoir législatif de l'Assemblée nationale pour arriver à ses fins. Il est d'ailleurs le seul employeur au Québec qui, devant une décision rendue en sa défaveur par les tribunaux, peut tenter de la contourner ainsi. Ce qui est en jeu ici, c'est le principe de primauté du droit qui veut que personne ne soit au-dessus des lois, y compris le gouvernement. Le respect de ce principe est d'autant plus important dans le contexte où le gouvernement se trouve à être aussi l'employeur, comme c'est dans le cas présent. Nous considérons que l'adoption du projet de loi numéro 7 serait inacceptable et qu'elle constituerait une pratique déloyale et irrespectueuse envers les gestionnaires et tous les employés du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi qu'envers tous ceux qui ont le gouvernement comme employeur. En définitive, la GES considère que pour agir à titre de bon employeur, le ministère devrait renoncer au projet de loi 7 et respecter le processus judiciaire présentement en cours. Également, le ministère devra à l'avenir respecter le droit fondamental des membres de la GES à la négociation collective de leurs conditions de travail. Comme mentionné par la juge Ouellette au paragraphe 119 de sa décision, les membres de la GES bénéficient de la protection constitutionnelle de la Charte des droits et libertés de la personne concernant la liberté d'association, ici l'article 2D, laquelle comprend le droit à la négociation collective de leurs conditions de travail. Ce droit est reconnu par la Cour suprême et inclut indubitablement le droit à une consultation véritable préalablement à la modification de conditions de travail de nos membres qui sont prévues au règlement. Le deuxième élément est le caractère rétroactif et déclaratoire du projet de loi numéro 7. Nous devons également déplorer le caractère rétroactif et déclaratoire du projet de loi numéro 7, lequel porte atteinte au principe de primauté du droit. En effet, le premier article du projet de loi prévoit la possibilité pour le ministère de porter atteinte aux droits acquis des gestionnaires dont le poste a été aboli par l'effet de la loi 10, ce qui est source d'injustice. Au paragraphe 105 de sa décision, la juge Ouellette confirme que les articles 135 et 136 de la loi 10 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2015. Or, le deuxième article du projet de loi numéro 7 fait complètement fi de cette conclusion et impose plutôt l'application de ces articles rétroactivement au 31 mars 2015. Au surplus, le libellé du troisième article du projet de loi numéro 7 prévoit que ces dispositions sont déclaratoires et applicables malgré toute décision judiciaire et toute décision d'un organisme de l'ordre administratif exerçant une fonction juridictionnelle ou non, rendue avant l'édiction du règlement visé au deuxième alinéa de l'article 1. Nous considérons que l'adoption d'une loi déclaratoire
à portée rétroactive représente l'exercice d'un droit extraordinaire par le gouvernement et devrait en conséquence être une mesure exceptionnelle. Nous sommes d'avis que l'utilisation à la légère de ce type de disposition par le gouvernement pour annuler les jugements en sa défaveur aura un impact négatif sur la confiance des citoyens envers leur système de justice. Dans le regard du Barreau du Québec sur l'État de droit de 2012, le Barreau déclare ce qui suit. Et je vais vous demander de conclure, Madame. Donc, merci beaucoup, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Donc, je termine en définitive qu'au nom de tous les gestionnaires membres de la GES, nous dénonçons vigoureusement l'utilisation de lois déclaratoires à portée rétroactive, à plus forte raison dans le contexte de la relation d'emploi entre le gouvernement du Québec et ses employés. Cette pratique est inacceptable car elle exacerbe le déséquilibre des forces existant en matière de relations d'emploi et ne concorde pas avec les valeurs québécoises. Donc, nous recommandons que la ministre renonce à l'adoption du projet de loi numéro 7, que la ministre accepte les conditions du jugement de la Cour supérieure, qu'advenant qu'elle n'accepte pas les dites conclusions, qu'elle permette au processus judiciaire de suivre son cours devant la Cour d'appel du Québec. Merci beaucoup pour votre exposé. Nous allons commencer la période d'échange. Madame la ministre, la parole est à vous. Vous avez 16 minutes 30 secondes qui est allouée. Merci, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Marchand. Merci, Monsieur Roy, de votre présence. On vous a écouté, je vous ai écouté très attentivement et je suis très contente de pouvoir dialoguer avec vous aujourd'hui. Je veux vous dire d'entrée de jeu que j'ai œuvré 30 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux et j'ai été moi-même gestionnaire de premier niveau, de deuxième niveau et directrice générale, PDG. Les gestionnaires que vous représentez sont vraiment un pilier pour le réseau de la santé et des services sociaux. Je tiens à vous le dire aujourd'hui et je tiens à vous dire que nous allons aussi prendre soin des gestionnaires que vous représentez. Vous pouvez compter sur nous. Maintenant, et vous dire également que ces gestionnaires jouent un rôle majeur au niveau du réseau de la santé et des services sociaux. Dans le cadre du projet de loi 7, ce dont nous discutons aujourd'hui, il est important de se rappeler qu'il y a eu dans le processus une forme d'erreur d'écriture et que l'intention du législateur était claire. Nous arrivons au pouvoir et nous souhaitons corriger cette erreur. Mais il y a eu aussi une autre erreur dans le processus et qui est importante. Et ce que vous avez invoqué, un processus de consultation. Et ce processus-là a été évacué lors du dernier dépôt de projet de loi. Il est fondamental que nous vous consultions dans le processus que nous enclenchons aujourd'hui. Alors là-dessus, j'aimerais vous entendre sur ce que votre positionnement par rapport à la consultation que nous enclenchons avec le dépôt du projet de loi 7 avec vos associations, votre association. Madame Marchand. Alors, j'entends bien ce que vous me dites, Madame la ministre, et c'est clair que la GES a toujours voulu s'asseoir pour discuter puis être consultée. Ce que je trouve encore dommage, c'est que vous l'inscrivez dans un projet de loi qui est déclaratoire et en plus rétroactif. On aurait pu s'asseoir et discuter avant que tout ça s'écrive, avant que tout ça se mette en place. On a toujours tendu la main et ma position demeure la même, c'est que je suis très ouverte à la consultation et en plus, ça fait partie de notre processus pour modifier les conditions de travail. Donc, je trouve ça quand même dommage de me retrouver devant un projet de loi. J'entends, puis je lis comme vous, hein? Oui, vous allez nous consulter, mais vous l'inscrivez à l'intérieur d'une loi qui est déclaratoire et qui est rétroactive. Donc, c'est sûr que ça n'envoie pas nécessairement le même message, même si j'entends très bien ce que vous me dites aujourd'hui.
Effectivement, il y aura un règlement, évidemment, suivant le dépôt du projet de loi. On a besoin d'échanger avec vous, de vous consulter. Et ce processus-là, pour nous, va être extrêmement important. Et je le souhaite d'ailleurs très riche, très, qui va nous amener plusieurs éléments. Donc, je comprends que vous avez une ouverture importante face à ce processus de consultation. Nous allons nous assurer qu'il est complet et que vous aurez vraiment la possibilité d'exprimer vos intentions, vos souhaits, les positions de vos membres. Alors, évidemment, nous, c'est là-dessus qu'on compte pour vraiment bien procéder dans le cadre du projet de loi 7. Sur la question de vos préoccupations par rapport aux gestionnaires, j'aimerais vous entendre davantage parce que je veux saisir cette occasion. Vous avez mentionné certains éléments qui me préoccupent par rapport à l'état de situation actuel. Est-ce que vous pourriez élaborer davantage? Écoutez, l'état présentement, la préoccupation des gestionnaires, c'est qu'on respecte leurs conditions de travail. Et ceux qui ont quitté, qui n'ont pas quitté, mais qui ont eu leur poste aboli au 31 mars 2015, s'attendent à ce qu'on respecte leurs conditions de travail. Parce que le contexte, présentement, il est difficile, là. La pression est là. C'est rendu des méga-établissements. Il y a du multisite, il y a du multitâche, il y a les soutiens administratifs qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais les gestionnaires qu'on représente, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on respecte leurs conditions de travail. Et ces gens-là, depuis 4 ans, attendent leurs droits. Tout est cristallisé. Donc, pour nous, c'est important. Puis je reprends que oui, la consultation, on va être disponible pour le faire, mais quand on regarde à modifier des conditions de travail, habituellement, on le fait pour le futur. On ne fait pas ça de façon rétroactive, là. Donc, je veux réappuyer sur cette nuance-là, là. Mais présentement, les gestionnaires, ils travaillent fort, ils n'ont pas quitté du tout le navire depuis 4 ans, je vous le dis, ils sont présents, ils sont là. Ils aimeraient avoir plus d'autonomie décisionnelle, ils aimeraient avoir des moyens pour gérer. Tous ces éléments-là font que ils n'ont pas quitté le bateau. Les gens veulent offrir de la qualité des services, ils sont là pour soutenir les équipes, comme je le disais. Et surtout, ils veulent aussi qu'on respecte leurs conditions de travail comme on respecte les autres employés de l'État et qu'on ne vienne pas jouer de façon unilatérale dans leur règlement sans utiliser le chemin qui est obligatoire, c'est-à-dire de s'asseoir avec nous et qu'on discute de ça avant que les choses s'écrivent. Donc, c'est ça que veulent les gestionnaires. Mais j'aimerais vous entendre sur votre positionnement comme, évidemment, représentante d'un nombre important de gestionnaires. 2 années complètes d'indemnité, 2 années complètes d'indemnité, de fin d'emploi. Il n'y a pas personne d'autre là, qui a droit à une indemnité de 2 ans dans le secteur public. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Comment vos membres se positionnent par rapport à ça? Parce que dans la fonction publique, il n'y a pas personne qui a 2 ans. Ça va autour de 1 an habituellement, là, l'indemnité de fin d'emploi. Quelle est votre position par rapport à ça, Mme Marchand? Ma position est la suivante. C'est que ça fait des années que ça existe. Dans le règlement, là, on pense à partir de 2001, si mes recherches sont bonnes, là, que le 24 mois existait. C'est clair qu'avec l'arrivée d'un projet de loi 10, puis il faut se rappeler dans quel contexte on a mis aussi ces mesures-là. C'est vraiment dans un contexte où le poste du gestionnaire est aboli. C'est pas une prime pour qu'il s'en aille, là. Et à ce moment-là, c'est sûr que l'arrivée du projet de loi 10 avec 1300 postes qui sont abolis, c'était du jamais vu, là. Mais
je vous rappellerai, Madame la ministre, que depuis le 1er avril, là, c'est 12 mois qui est versé aux gens dont le poste est aboli là, depuis le 1er avril 2015. Donc, quand je parle de tantôt qu'on peut modifier les conditions de travail, ça a été fait à partir du 1er avril 2015. Bon, ça a été fait sans nous consulter, à l'intérieur d'un projet de loi. Là, on revient toujours à ce principe-là. Mais il est important. Il est important qu'on respecte ce procédé-là. Donc, l'idée, c'est de dire que ça existait avant, effectivement, puis ça a été modifié. Mais les gens qui étaient présents au 31 mars 2015, là, ils veulent qu'on respecte là, les conditions de travail qui avaient lieu d'être à ce moment-là, au 31 mars. Je comprends votre point, mais en même temps, vous voyez bien que j'invoque une forme d'inéquité en termes là, de l'ensemble des gens qui travaillent dans le secteur public, sans nier, Madame Marchand, que, au contraire, en reconnaissant le rôle important des gestionnaires, mais il demeure qu'il n'y a pas personne qui a 2 années d'indemnité, puis ça représente quand même certains moyens budgétaires qui pourraient nous permettre de donner davantage de services aux patients. D'ailleurs, aux patients dont les gestionnaires se préoccupent beaucoup. Alors, c'est sûr que c'est une question sensible, mais vraiment, si on se reporte à 2015, il y a eu cette erreur d'écriture. L'intention du législateur était assez claire. Et il y a cette question de cette différence, cet écart entre les gestionnaires et les conditions de travail des gestionnaires et l'ensemble des travailleurs du secteur public qui se dévouent tous dans le réseau de la santé et des services sociaux. Alors, et je voudrais vous poser la question, vous êtes la seule association là, qui a vraiment, qui s'est positionnée de la façon dont vous l'avez fait. Il y a 2 autres associations qui représentent les gestionnaires là, dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je voudrais vous demander là-dessus votre positionnement. Pourquoi la GES s'est positionnée de cette façon-là? Mais la GES était convaincue, et la Cour supérieure nous a donné raison, qu'on n'avait pas respecté le processus par lequel on voulait modifier les conditions de travail des gestionnaires. Puis tantôt, vous me disiez, Madame la ministre, que ça ferait une inéquité entre les gens qui ont eu 12 mois, ceux qui ont 24 mois, mais à chaque fois qu'on fait des changements dans les conditions de travail, il y a toujours un avant puis un après, là. Il ne faut pas regarder juste les conditions de travail des gestionnaires de la santé et des services sociaux. Je veux dire, ils étaient dûment négociés avec le gouvernement. C'était comme ça. Je veux dire, c'est pas un cadeau qui était donné aux gestionnaires. Ça faisait partie d'un ensemble de conditions de travail. Puis, si ma mémoire est bonne, dans les 20 dernières années, il y a certains secteurs qui avaient des sécurités d'emploi. Donc, là, on peut se mettre à regarder toutes les conditions de travail en détail, mais je regarde dans mon secteur, et c'est dans le réseau de la santé et des services sociaux, c'était des conditions qui existaient et qu'on a voulu modifier, mais faisons-le par la voie officielle. Puis c'est très bien inscrit dans le règlement qu'à chaque fois qu'il y a des modifications de conditions de travail qui doivent être faites, bien, on s'assoit avec les associations qui représentent, par lesquelles aussi vous nous reconnaissez un décret pour se présenter aux fins des conditions, aux fins des discussions de relations de travail. Et c'est principalement pour ces raisons-là que la GES a déposé une requête en jugement déclaratoire. Parce que c'est pas la première grande fusion, organisation, vous comprendrez, moi aussi, ça fait 30 années que je suis dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je suis rendue à ma 3e. Parce que j'étais en poste, moi, en 2015, quand ça s'est passé. Mais à chaque fois, les gestionnaires étaient des gens que le gouvernement amenait à collaborer. C'était des collaborateurs. C'est vos collaborateurs à tous les jours, les gestionnaires. Mais ce qui est arrivé avec la loi 10, on est devenus des exécutants.
Ça ne marche pas, ça. Et c'est ces valeurs-là, entre autres, et le non-respect d'avoir été consulté pour modifier unilatéralement les conditions de travail qui a fait que la GES s'est levée, et elle est fière de ça, et elle a pris le chemin des tribunaux, et qu'elle est encore là. Nous sommes à la cour d'appel présentement. Et c'est ça, les valeurs là, qu'on veut défendre. Madame Marchand, moi, je veux réitérer que je suis très heureuse que vous allez vous inscrire dans le processus de consultation qui s'entame avec le dépôt du projet de loi numéro 7. Nonobstant, je comprends vos commentaires, mais votre volonté est là. J'en suis très heureuse. Nous allons travailler ensemble et soyez assurés que le rôle des gestionnaires, le rôle important de gestionnaires qui contribuent à l'offre de services, qui contribuent à la qualité, à l'innovation dans le réseau de la santé et des services sociaux, c'est une valeur qui m'est très chère, qui est très chère au gouvernement actuel et que nous allons poser des gestes concrets pour que ça se réalise et que ça devienne vraiment une culture à nouveau dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je ne sais pas si mon temps est écoulé. Il vous reste 1 minute 30, Madame la ministre. 2 minutes. Et encore une fois, je réitère que je suis certaine que nous avons des valeurs communes aussi au niveau des soins aux personnes, aux patients, aux citoyens. Et c'est un peu dans cet esprit aussi que nous déposons le projet de loi 7, tout en vous disant que nous voulons aussi prendre soin des gestionnaires et nous allons vraiment nous assurer que le processus de consultation va être fait dans les règles de l'art et que pour nous, les gestionnaires et notre gouvernement et notre ministère, ce sera un nouveau départ sur de nouvelles bases dans un nouveau cycle. Alors, nous allons évidemment faire ce passage, nous allons le faire ensemble de la façon la plus constructive possible. C'est ce que nous souhaitons. L'équipe du ministère aussi, le sous-ministre en titre, l'équipe entière du ministère, le gouvernement. Et ça nous donne aujourd'hui l'occasion, dans un cadre spécifique, mais de vous dire notre volonté vraiment de travailler avec vous et de vous écouter, de vous entendre sur l'ensemble de la gestion du réseau de la santé et des services sociaux. Alors, je vous remercie aussi d'avoir répondu clairement, je pense, là, à mes questions. Et donc, on va poursuivre la discussion et nous aurons l'occasion certainement de nous revoir là, dans le futur. Merci, Madame la ministre. Je cède la parole aux représentants de l'opposition officielle. Vous disposez de 11 minutes pour vos échanges. Monsieur le député Pontiac, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Madame Blanchard. Bonjour, Monsieur Roy. Merci évidemment d'être avec nous, nous partager votre point de vue par rapport au projet de loi 7, qui évidemment a un impact important sur plusieurs de vos membres. Et j'écoutais la ministre échanger avec vous. Et peut-être lors de sa conclusion, là, il y a peut-être quelque chose que moi j'ai mal saisi, mais que peut-être que vous avez compris ça différemment. Là, d'abord, d'entrée de jeu, je vous dirais, peu importe les lignes de parti, peu importe les députés qui sont ici, les formations politiques qu'ils représentent, je pense que tout le monde apprécie travailler avec leur cadre du réseau de la santé. C'est pas mal les gens les plus importants avec lesquels on fait affaire pour comprendre ce qui se passe dans le réseau de la santé chez nous de façon régulière, qu'on soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on soit à Montréal, en Outaouais ou ailleurs. C'est des gens avec qui on parle de façon régulière et on a besoin d'avoir un lien régulier et de confiance jusqu'à un certain point là, avec ces gens-là. Alors, quand la ministre dit que c'est important d'avoir cette relation-là, je pense que tout le monde, en tant qu'élu, on partage tout un peu cette perspective-là. Maintenant, la ministre a fait référence au processus de consultation, comme quoi c'était important d'avoir votre perspective dans le processus de consultation.
Moi, je comprends que vous êtes ici pour parler du projet de loi 7, pour parler de vos attentes, pour parler de votre perspective, mais y a-t-il un autre processus de consultation que j'ai pas compris, ou est-ce que c'est pas mal votre seule opportunité là, de parler du projet de loi 7, là? Dans le fond, dans le règlement, on a un article qui parle qu'effectivement, il y a un comité consultatif des relations professionnelles qui existe et qui doit être utilisé quand on souhaite modifier les conditions de travail des gestionnaires. Donc, vous vous attendez à ce que ce soit évidemment utilisé de façon régulière, de façon constante, de façon... L'historique nous a montré, avant l'arrivée du dépôt du projet de loi 10, que c'était utilisé, là. Très bien. Ouais. Vous avez fait référence dans votre présentation au fait que c'est important, si on veut, comme le gouvernement l'a dit, prendre soin des gens, prendre soin des Québécois, prendre soin des malades. Et ça, c'est un objectif de n'importe quel gouvernement, je crois, là, qu'il faut prendre soin des gestionnaires. Mais aujourd'hui, vous êtes ici pour faire une représentation par rapport aux gestionnaires qui ne sont plus nécessairement dans le réseau. Si je comprends bien, il y en a une grande partie, là, des gens qui sont affectés par ça. Il y en a peut-être qui sont revenus dans le réseau, il y en a peut-être... Mais pour la plupart, leur poste, en 2015, a été aboli. Donc, quand vous dites bien, ce sont des gens qui prennent soin des Québécois, y en a-tu beaucoup qui sont revenus dans le réseau? Avez-vous une statistique là-dessus? Ou quel est le lien que vous voyez entre les gens dont le poste a été aboli et leur capacité de prendre soin des Québécois aujourd'hui? Dans le fond, dans les 1300 postes qui ont été abolis, les gens avaient 3 choix. Ils pouvaient être replacés, mais ils pouvaient aussi prendre l'indemnité de fin d'emploi ou le congé pré-retraite. Donc, il y a des gens qui sont restés dans le réseau. Quand vous me parlez que c'est vrai que les postes abolis au 31 mars, ça a touché un groupe de personnes. Ces gens-là se doivent de s'assurer, et c'est pour ça qu'il y a un processus judiciaire aussi, que leurs conditions de travail soient respectées. Mais il y a tous ceux qui ont observé ça depuis 2015, qui sont restés dans le réseau, qui ont été touchés par les réorganisations subséquentes. Puis il y a tous ceux, surtout, qui voudraient peut-être venir travailler comme gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux, puis qui se disent... Ils sont drôles, eux autres, dans ce ministère-là. Ils modifient littéralement les conditions de travail sans consulter les gens. Je veux dire, il y a tout cet aspect-là. Ça n'a pas touché tout le monde parce qu'on touchait les gens administratifs. Mais c'est l'image et l'impact que ça a, là. C'est ça que je trouve qu'il ne faut pas du tout perdre de vue. Puis de s'assurer qu'on ait le même traitement. Donc, les gens au 31 mars, puis je vais le répéter, les gens au 31 mars, il y avait des conditions de travail dûment négociées. Et c'est ça qu'il faut respecter. Puis quand on veut les modifier, on s'assoit au comité consultatif, puis on s'assoit avec les associations qui sont représentantes aux fins de relations de travail. C'est ça qu'on doit faire. Et c'est ça qui n'a pas été fait. Vous parlez des gens qui sont à l'extérieur du réseau, qui voudraient peut-être devenir cadres dans le réseau, là. Est-ce que c'est... Quand on a un projet de loi comme celui qui est déposé aujourd'hui par la ministre, disons, est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire, là, c'est que ces gens-là, ils hésitent à venir travailler dans le réseau parce qu'ils pensent que la ministre pourrait modifier les conditions de travail à n'importe quel moment? C'est ça que vous êtes en train de dire? Je veux juste bien comprendre, parce que c'était pas 100% clair pour moi. Mais ça envoie ce message-là. Les gens qui nous observent, parce que les gens de l'éducation, les gens de la fonction publique, les autres associations de gestionnaires, ils observent ça, là, ce qui se passe, là. Les gestionnaires aussi qui sont peut-être en comptabilité présentement dans une compagnie privée qui se disent « je pourrais peut-être devenir chef comptable au niveau de la santé et des services sociaux », ils observent ce qui se passe aussi. Ils les lisent. Excusez-moi, on termine votre donc, pensée. ils les lisent, ces informations-là. Et on va devoir... Ce qui est triste, c'est que depuis quelques années, la fierté de travailler dans le réseau de la santé et des services sociaux, là, elle s'effrite. Elle s'effrite par les gestionnaires, par les employés. On peut-tu retrouver cette fierté-là de travailler dans le réseau de la santé et des services sociaux? Mais ça va partir aussi par des gestes simples, mais celui aussi de
respecter les conditions de travail des gestionnaires, comme on respecte les conditions de travail de tous les autres emplois. S'il fallait aller jouer dans une convention collective sans s'asseoir avec les syndicats, oh boy! La ministre, tantôt, vous a dit, vous a posé la question, est-ce que vous reconnaissez que 2 ans, c'est pas mal plus que n'importe qui d'autre dans, disons, la fonction publique. Il n'y a pas grand monde que ça. Donc là, si les gens, parce que depuis le 1er avril 2015, là, c'est 1 an, les gens qui arriveraient dans le réseau, si votre argument, c'est il pourrait se passer n'importe quoi par rapport à une indemnité de départ, et ça retient quelques personnes de se mettre dans le réseau, la ministre dit 2 ans, c'était peut-être excessif, là, on ramène ça à quelque chose de plus normal. Pensez-vous vraiment qu'elle changerait 1 an alors que c'est, disons, plutôt la norme partout ailleurs? Bien, c'est déjà changé. Oui, mais passer à moins qu'1 an. Parce que si vous nous dites les gens hésitent à cause qu'ils peuvent modifier des conditions de travail un peu n'importe quand, un peu n'importe comment, ce que les gens disent, c'est qu'ils ont peur que ça devienne moins qu'1 an, c'est ça? Que ce soit, c'est parce que là, on pointe les indemnités, mais il y en a beaucoup d'autres conditions de travail. Okay. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un processus à respecter. Si on modifie ça sans consulter, puis de façon rétroactive, bien, ça envoie ce message-là aussi à ceux qui pourraient venir travailler, puis qui sont peut-être surtout dans des situations où leur contrat de travail, on les respecte là-dedans, là. Okay. Le communiqué de la Coalition Avenir Québec, là, ou du gouvernement, en fait, quand ils ont déposé le projet de loi, et je sais que vous l'avez vu parce que vous avez fait référence dans votre mémoire, là, dans les faits saillants, c'est marqué « Ce projet de loi comporte de nombreux avantages pour le réseau de la santé et des services sociaux, notamment de consacrer davantage d'énergie et de temps à l'amélioration des conditions de travail des cadres actuellement en poste dans le réseau de la santé et des services sociaux, des gens que vous représentez. » Le voyez-vous, ce lien-là, et avez-vous senti, disons, justement, qu'on passe davantage de temps pour améliorer les conditions de travail des cadres existants en ce moment? Avez-vous senti ça de la part du gouvernement? Il faut le faire dans le processus de consultation. Mm-hmm. Donc, depuis le 1er octobre, oui, il y a des discussions. On avait déjà des travaux qui étaient entamés. Ouais. Mais ce que je comprends de ce fait saillant-là, c'est quand on dit consacrer davantage d'énergie, les gens en poste, mais il ne faut pas oublier que les gens en poste d'aujourd'hui, c'est ceux qui vont quitter demain aussi. Donc, il faut s'assurer qu'on respecte les conditions de travail en tout temps. Une dernière question de ma part. Vous avez parlé de la fierté de travailler dans le réseau. Une des choses qui fait en sorte qu'on peut être fier de travailler dans le réseau, c'est d'avoir les budgets nécessaires pour améliorer les conditions de vie ou les conditions de vie des malades, des Québécois, des gens qui passent par le réseau de la santé. Avez-vous une attente particulière? Demain, c'est une grande journée. Avez-vous une attente particulière par rapport à ce qui s'en vient? 4, 5, 6, 7 % Qu'est-ce qui vous permet justement d'avoir un petit peu plus de fierté, comme vous l'avez dit, puis d'avoir les moyens nécessaires d'améliorer les conditions des gens? Quand je faisais référence au passé, là, elle n'est pas complètement disparue, la fierté, là. Mais je me souviens, puis ça va être très personnel là, comme réponse, là, mais je me souviens comment j'étais fière à l'époque de me dire et de voir qu'on avait je veux dire, on participait au projet de changement qui se faisait au niveau des établissements. On était consultés, on avait des mandats avec des délais qui étaient respectables, c'était pas à dernière minute tout le temps, on pouvait utiliser notre créativité et on était fiers des choses qu'on réalisait pour donner un meilleur service à la population. Mais depuis le 1er avril 2015, c'est difficile tout ça. C'est rendu des méga structures. Et quand je vous dis que les gestionnaires du réseau de la santé et services sociaux, ils souhaitent avoir les moyens pour gérer, ils veulent avoir une autonomie décisionnelle. Et ça s'est comment je dirais ça, effrité dans le temps, là. Et c'est ça qu'on souhaite, là. C'est pas juste de l'argent. Merci. Les échanges se poursuivent avec le représentant du deuxième groupe d'opposition, le député de Jonquière. Oui. 2 minutes 45. Pardon? Pour 2 minutes 45. OK. Merci, M. le Président. Merci beaucoup d'être ici. Moi, ce qui me révolte,
c'est que, dans le fond, on est en train d'essayer de remettre la pâte à dents dans le tube d'une réforme qui a été mal foutue puis bâclée. Quand je lis votre rappel des faits, là, le 5 novembre 2014, vous aviez vous étiez rassuré par le ministre qui disait que le projet de loi 10 n'aurait pas d'effet sur les conditions de travail. Vous avez eu un autre appel le 2 décembre 2014. Puis là, on est là, puis on est tous un peu poignés à travers ça parce que le travail a été mal foutu à ce moment-là, puis ils vous ont fait des fausses représentations. Mettez-vous à notre place, là. On se retrouve là, on essaye de... Pourtant, on l'a décrié 1000 fois, le projet de loi 10, là, à ce moment-là. C'est ça qui est enrageant, d'autant plus que il faut avoir un énorme respect envers les cadres du réseau de la santé, il faut avoir un respect envers tous les employés de la fonction publique, mais en particulier les cadres du réseau de la santé, parce que on vous a demandé de vous revirer sur un dixaine pour organiser un méga système, un méga réseau, comme vous venez de le dire, alors qu'il était plus décentralisé avant. Dans les régions, on le sent. Moi, j'ai un établissement hospitalier dans ma circonscription. J'ai même plus de DG. Je ne sais plus à qui parler. Je suis obligé d'appeler, moi, comme député, là, le PDG du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour avoir un peu de nouvelles sur comment ça se déroule dans l'établissement dans mon comté, là. Et c'est pas grand, là. Alors qu'avant, j'avais une réunion à peu près aux 2-3 mois avec le DG de l'hôpital de Jonquière pour savoir comment ça allait dans l'établissement. C'était de la proximité. Bon. Alors, c'est choquant. Moi, je veux savoir, puis j'ai pas beaucoup de temps, vous avez entendu ça, sur les 1300 postes de gestionnaires qui ont été abolis, il y en a combien réellement qui ont quitté le réseau, soit qui ont pris leur retraite ou qui sont allés ailleurs, sur les 1300? Je n'ai pas le chiffre exact, là, parce que moi, je peux parler des membres que je représente, là. Donc, de ce que j'ai vu des membres qui étaient justement membres de la GES au 31 mars, là, je dirais que il y a possiblement, je dirais, un 30 % qui est resté. Puis l'autre 70 %, bien, ils se divisent en 2/3 les gens qui sont partis, qui ont pris le congé pré-retraite, puis un tiers que les gens ont demandé de quitter le réseau. Pour votre association? Pour les membres que je représente. Ça veut dire, ça fait combien de personnes à peu près, là? Avec le chiffre. Oui. Là, qu'est-ce que je vous ai dit? 70, 30. 70, ouais. Oui. Non, dans mais... le fond, je regarde 70 % de 1000. C'est peut-être ceux qui ont quitté, c'est peut-être... mon Dieu, vous me demandez... Je ne suis pas Vous une nous comptable, l'enverrez, là. vous pourrez vérifier. Oui, c'est ça. Je ne veux pas vous répondre. Là, mais d'ici quelques jours, envoyez-nous ça. Oui, parfait. Okay. J'en prends bien note. Merci. On termine cet échange avec le député de Jean Lesage, représentant du 3e groupe d'opposition. À vous la parole. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les conséquences prévisibles, selon vous, pour les autres travailleurs et travailleuses du domaine de la santé si le projet de loi numéro 7 est adopté tel quel? Les conséquences? Oui. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence qu'on dise, bien, pour les cadres, okay, on va faire une loi déclaratoire rétroactive? Je vous répondrai bien simplement que on envoie le message qu'on ne respecte pas les conditions de travail d'un groupe qui est les employés qui sont les gestionnaires, puis ça brise le lien de confiance aussi, parce que c'est un contrat de travail que les gestionnaires ont, comme tout employé qui travaille dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, oui, effectivement, ça peut envoyer un message d'un bris de confiance. Et est-ce que c'est déjà arrivé à votre connaissance qu'on procède de cette façon-là pour modifier les conditions de travail des cadres en santé? Non, c'est la première fois et c'est pourquoi la GES a déposé un jugement déclaratoire au mois d'avril 2015 pour dénoncer cette situation-là. Et le précédent que ça crée, est-ce que vous pourriez le décrire? Celui de déposer... Bien, si le PL7, le projet de loi est adopté tel quel, oui, qu'est-ce que ça va faire qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, ce précédent-là, au fond, pour l'avenir? Bien, ce que je trouve qui envoie comme message, comme précédent, c'est d'utiliser... C'est que
le gouvernement étant l'employeur dans la situation, quand il est face à un jugement qui est en sa défaveur, bien, vu qu'il est législateur, il peut utiliser ce pouvoir-là. Donc, comme je le disais, c'est un déséquilibre au niveau là, des relations entre un employé et un employeur, là, à ce niveau-là. Et c'est le seul employeur au Québec qui peut faire ça, là. Est-ce que j'ai encore du temps? Une dernière question. Est-ce que dans un scénario où on laisserait le processus judiciaire suivre son cours, que le PL7 serait retiré, puis qu'on remettrait ce projet-là à plus tard de diminuer l'indemnité de départ des cadres, mettons, là, est-ce que vous seriez ouverte à négocier, peut-être à la baisse, l'indemnité de départ des cadres dans la santé? Bien, l'indemnité, elle est déjà réduite à partir du 1er avril 2015, là. Dans le projet de loi 10, elle est déjà là. Nous, on parle des gens au 31 mars 2015, là. Et eux avaient cette indemnité-là qui était dans leurs conditions de travail au 31 2015. Donc, ce qu'on demande, c'est que ça soit respecté, là. Je comprends. C'est tout, merci. Merci. Je remercie les deux représentants de l'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux pour leur contribution aux travaux de la Commission. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre au prochain groupe de prendre place. Merci.